Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'immobilier pour changer un petit peu de la bourse. Alors dans la première partie, on parlera de l'état du marché immobilier en France, de l'impact aussi de la remontée des taux avec des exemples chiffrés sur des emprunts immobiliers et enfin on parlera aussi du changement de la réglementation à cause de la loi climat qui pourrait clairement créer des opportunités. Et dans la deuxième partie, je vous parle ensuite de ce que moi j'aimerais faire concrètement et personnellement en termes d'investissement immobilier l'année prochaine. Donc je vous ai préparé comme d'habitude un mind map qui va nous permettre d'avoir une suite logique dans la vidéo. Je tiens aussi à vous préciser avant de commencer à parler de la baisse du marché en France, évidemment je ne suis pas un expert en immobilier, je vous partage simplement ce que je fais, ce que j'ai appris et comme je vous l'ai toujours dit, mon objectif c'est de vous partager honnêtement mon parcours d'investisseur. Sachez aussi par contre que je me suis beaucoup formé en immobilier en 2019, j'ai déjà fait de l'immobilier, une opération d'achat-revente qui s'est très bien passée et j'ai aussi beaucoup développé entre guillemets mon réseau local, c'est-à-dire que je connais des artisans, j'ai des contacts, etc. Donc voilà, c'est quelque chose de très important aussi dans l'immobilier, mais je suis pas là pour vous former et je vous invite vraiment, si vous faites de l'immobilier, à aller aussi vous former auprès d'experts ou de personnes qui ont vraiment beaucoup de connaissances. Donc tout d'abord la baisse du marché. Clairement, je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a eu beaucoup d'articles qui sont passés dans la presse française avec notamment les notaires qui commencent à s'inquiéter de la baisse des ventes, qui précisent même que si on veut vendre bientôt, c'est peut-être temps parce que les marchés clairement commencent à ralentir. Vous avez aussi de nombreux rapports comme par exemple celui du site Meilleur Agent qui est très connu, qui vous font des rapports excellents où ils vous montrent justement que ça y est, les prix commencent à baisser dans les grandes villes. Et d'ailleurs, en parlant de Meilleur Agent, c'est un outil que j'utilise énormément pour estimer les biens immobiliers. C'est assez précis, il vous donne des fourchettes hautes, fourchettes basses, mais franchement, je trouve ça assez précis comme outil. Et donc là, par exemple, si vous regardez sur Paris, si on prend la courbe, on voit qu'effectivement, eh bien ça y est, ça a commencé à baisser, vous voyez tout doucement. Par exemple, je suis aussi allé voir Bordeaux, où pareil, on a eu un ralentissement, un plateau, et là, ça commence à peine à descendre. Et après, vous avez d'autres régions, comme par exemple ma région que je connais très bien, donc Clermont-Ferrand et les alentours. Là, le marché est encore en train de monter. Cependant, on a des biens qui décotent fortement. On en parlera notamment à cause de tout ce qui est l'isolation, les vieux bâtiments, les vieux appartements qui sont mal isolés. Et donc, il y a des choses à faire. Et donc, moi, voilà, c'est vraiment le secteur sur lequel je travaille en immobilier, tout simplement puisque je réside dans cette région. Et je veux être un petit peu patient parce que je sens, d'après ce que j'entends autour de moi, des personnes qui sont dans l'immobilier sur le terrain dans cette région, que ça commence à ralentir sur certains types de biens, mais le marché est encore assez chaud. Par contre, clairement, les taux vont continuer à monter, comme on va le voir juste après. Et ben, ça fait une énorme pression en termes du pouvoir d'achat à métier équivalent par rapport à il y a 2 ans quand j'avais acheté. Et donc forcément, je pense qu'il va y avoir des opportunités, c'est mon avis, et je veux me préparer pour les saisir. En parlant d'ailleurs de se préparer pour les saisir, je vous en parlerai en fin de vidéo, ce que je fais actuellement en termes de si je dois apporter un apport, comment je pourrais me préparer, etc. Au niveau pareil aussi des revenus, comment bien présenter ça à la banque, on l'évoquera un tout petit peu en fin de vidéo. Donc maintenant, on va passer sur l'impact des taux sur le pouvoir d'achat en immobilier. Parce qu'on entend tout le temps dire que les taux, ça fait qu'on a moins de pouvoir d'achat, mais maintenant, j'aimerais bien mettre des chiffres concrets dessus pour vous montrer les écarts énormes que ça peut faire à salaire équivalent. Donc tout d'abord, on va quand même regarder les taux en Europe. Il faut savoir que le 2 novembre, la BCE a passé le taux directeur à 2% après une autre augmentation de 0,75. Et si vous prenez un graphique, vous le retrouvez très bien. En juin, on était à 0, puis 0,5, puis 1,25, puis 2. Donc voilà pour l'augmentation des taux. Ça, c'est les taux directeurs. Les taux que vous allez trouver en banque vont toujours être plus élevés. Et donc là, par exemple, si on prend un taux moyen sur le national, on voit qu'un bon taux, on est à 2,59, un très bon taux à 2,48. Sachant qu'ici, on est sur des taux hors assurance, donc on n'est pas sur le TAEG, le TAEG. Il faudra rajouter un petit peu 0,3, 0,4%. Donc maintenant, on va passer sur un exemple concret. Disons qu'on veut faire un achat dans l'ancien, revenu de 2000 euros par mois, c'est ce qu'il y avait automatiquement sur le site. Pas d'apport personnel parce qu'on va être bon, on va négocier à la banque, même si c'est pas facile. Mais là, ensemble, donc, l'objectif c'est vraiment de vous montrer l'impact des taux et on fait une durée de 25 ans. Donc avec un taux d'intérêt, un TAEG, donc avec l'assurance, on se met à 2,9. Donc en gros, ça fait du 2,5 plus 0,4. Donc ce serait un très bon taux à obtenir actuellement. Il faudrait certainement se battre pour faire passer son dossier et on pourrait emprunter en gros 129 000, 130 000 euros. Maintenant, on va faire avec le taux que moi j'avais eu à l'époque en décembre 2019. J'ai retrouvé mon offre de prêt de l'époque et j'étais à 1,93 assurance incluse. Et c'était un petit peu élevé parce que j'avais négocié du 110%, du différé de travaux très longs, etc. On aurait pu faire un peu mieux, mais voilà, on va mettre exactement ce que j'avais eu à l'époque. Et là, je pouvais emprunter 144 000 euros si j'avais eu un revenu de 2 000 euros par mois. Donc vous vous rendez compte que ça fait une différence de globalement 15 000 euros, soit 10% de baisse du pouvoir d'achat
en moins de 3 ans, tout simplement parce que les taux ont augmenté. Et là, il faut commencer à se rendre compte d'une chose, c'est-à-dire que les maisons, on en construit peu, les appartements tout aussi peu, et à pouvoir d'achat équivalent, tout le monde perd, entre guillemets, du pouvoir d'achat sur l'immobilier, puisque les catégories socio-professionnelles vont pouvoir toujours acheter le même type de bien, puisque le nombre de biens n'est pas extensible. Donc globalement, une personne qui à l'époque pouvait s'acheter une maison 3 chambres avec un jardin, peut aujourd'hui encore s'acheter une maison 3 chambres avec un jardin, puisque les personnes qui pouvaient s'acheter mieux peuvent aussi s'acheter mieux, et celles qui peuvent s'acheter moins peuvent s'acheter moins. J'espère que je suis clair. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tout le monde perd du pouvoir d'achat puisque les taux montent, eh bien forcément, il y a un moment, les biens qui sont mis en face, il va falloir que les prix baissent, puisque offre et demande, les personnes qui ont de la demande ont moins de pouvoir d'achat qu'il y a 3 ans, et donc l'offre va devoir baisser ses prix. Alors évidemment, c'est plus complexe que ça, le marché met du temps à réagir, il y a beaucoup d'inertie, mais la logique est là. Quand on perd 10% de pouvoir d'achat à salaire équivalent par rapport à il y a 3 ans, et bien forcément, à un moment, les prix vont devoir baisser. Alors, on parle ici de quelque chose court terme. Sur le très long terme, moi je suis extrêmement confiant sur l'immobilier, mais il faut bien se rendre compte que c'est un des deux points qui fait que l'immobilier peut baisser. Ensuite, on va passer à la prochaine partie qui pour moi pourrait aussi être intéressante, c'est tout ce qui se passe sur l'isolation avec la loi climat. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que les biens qui sont très mal isolés vont avoir de plus en plus de mal à se vendre, tout simplement parce que dans le temps, il va devenir en fait impossible de les louer. Donc là, on parle ici d'investissement locatif. Donc en gros, ce qui va se passer, à partir du 1er janvier 2023, les biens qui sont considérés comme des passoires énergétiques, donc qui sont plus mauvais que G, ne pourront plus être loués. Et on en trouve beaucoup de ces biens, par exemple, moi dans ma région, en Auvergne, sachant qu'en plus ils ont changé le système de calcul. Avant, c'était basé sur les factures d'électricité, donc c'était du concret. Donc les maisons avec des gros murs très épais, et ben, étonnamment, elles tenaient assez bien ce genre de calcul, puisqu'elles ne consommaient pas tant que ça grâce à l'inertie. Aujourd'hui, on compte les murs isolés, on compte le nombre de fenêtres, le nombre, est-ce qu'il y a une VMC, des choses comme ça, et donc des biens se sont fait massacrer avec ce nouveau DPE, et à partir de 2025, même les biens en G seront interdits à la location, et à partir de 2028 et 2034, on va passer au F et au E. Il faut bien comprendre que E, F et G, c'est des lettres très courantes, même sur plein de bâtiments des années 70-80 qui sont mal isolés, et donc forcément ces biens, eh ben, ils ont beaucoup de mal à se vendre. Il y a quelques mois, par exemple, j'ai visité un appartement dans un immeuble des années 75, 70, 75, et on était en G, tout simplement parce que ben, les façades extérieures n'étaient pas isolées, le toit n'était pas isolé, et ben, le bien, il était invendable. Malgré des décotes de 30%, ils n'arrivaient pas à le vendre parce que la copropriété ne répondait pas, le syndic ne répondait pas, on fera les travaux un jour, et donc forcément, pour vendre ça à un investisseur, c'est compliqué. La seule personne à qui ils pouvaient peut-être le vendre, c'était un particulier, mais il y avait des travaux énormes, et donc forcément un particulier peut avoir plus de mal à se projeter. Bon, je suis pas inquiet, ils ont dû réussir à le vendre, mais ça vous montre à quel point un appartement, on pouvait prendre des décotes de plus de 30% par rapport au prix au mètre carré local. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, si on prend le prix au mètre carré local, vous l'avez ici sur Meilleur Agent, on pouvait négocier du 30% dessus sans souci, parce qu'il allait y avoir des énormes travaux pour remettre le bien à jour. Donc j'en ai fini avec cette première partie, et maintenant je vous propose de passer sur ce que moi j'aimerais faire personnellement. Encore une fois, je ne sais pas si ça aura lieu, mais en tout cas c'est mes objectifs. Donc j'ai fait par le passé de l'achat-revente, je pourrais en faire, mais aussi je serais peut-être intéressé par de la location. Donc quelque chose qui pourrait clairement m'intéresser, ce serait de trouver un immeuble de rapport qui serait très mal classé, pas isolé, avec beaucoup de travaux. Et typiquement, si vous prenez ma région, donc Clermont-Ferrand, si vous allez autour, vous avez beaucoup de villages plutôt pas mal, parce que bon, on a Michelin, l'énorme centre de recherche est ici, au niveau entre Gerza et Sébaza, le long de la deux fois de fois. Bon bref, je ne vais pas vous parler de ma région, on s'en moque, mais donc il y a beaucoup d'industries, beaucoup d'activités, puis il y a des personnes qui ont les moyens, vous avez des belles maisons, et vous avez aussi énormément d'étudiants, puisque à 200 km à la ronde, vous avez en gros Saint-Étienne-Lyon, mais c'est très loin, et donc tous les étudiants viennent ici. Donc vous avez beaucoup de petits appartements, beaucoup d'immeubles de rapport, et dans toutes ces villes autour, il y a des choses à faire à mon avis. Par contre, voilà, j'aimerais acheter un immeuble de rapport de 3 à 4 appartements peut-être, pour aller entre 200 et 300 000 euros finis après travaux, évidemment, faire les travaux, pour obtenir un rendement net de 8 à 10%, ce serait excellent, afin que j'ai pas de sortir d'argent moi-même. Après, évidemment, je me mettrai en lourd meublé non professionnel, donc voilà, beaucoup de termes techniques. Ce serait un de mes objectifs. C'est pas sûr que ça se fasse parce qu'il faut trouver la bonne affaire, il faut aussi oser se lancer, mais ça pourrait m'intéresser. Évidemment, j'éviterai les copropriétés, et ça, c'est ce que je vous disais auparavant. En fait, avec ces problèmes d'isolation, et ben, quand c'est un immeuble,
les copropriétaires ont beaucoup de mal à se décider sur est-ce qu'on isole le toit, est-ce qu'on isole l'extérieur. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais éviter. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est si je trouve un immeuble qui est déjà bien classé et que je peux acheter par exemple un grand appartement en centre-ville de Clermont-Ferrand, là ça peut être super intéressant, notamment sur les colocations. Il y a beaucoup de choses à faire sur les colocations en location meublée ou sur du Airbnb. Donc voilà, ça ce serait mes deux stratégies possibles pour de la location. Encore une fois, il faut toujours avoir plusieurs stratégies parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais au final, si on connaît bien son marché immobilier, on finit par trouver quelque chose si on cherche intensément. L'autre chose que je pourrais faire aussi, c'est refaire un achat-revente sur une résidence principale. Et dans ce cas-là, j'achèterai bien évidemment un bien avec beaucoup de travaux, très mal isolé, qui aurait plein de problèmes. On le fait complètement refaire, on vit dedans sur le différé, donc on ne paye plus de loyer pendant 1 à 2 ans pendant que les travaux ont lieu. Prenez un différé par exemple, moi à l'époque j'avais pris 18 mois, et sur les 18 mois il y a eu 5-6 mois de travaux, et le reste du temps j'ai vécu dedans sans payer le loyer, et je l'ai revendu au bout de 21 mois. Donc ça c'est une stratégie qui fonctionne très bien, qui permet de gagner du cash rapidement, alors que les autres c'est plus pour de la location courte ou longue durée. Donc voilà pour ce que j'aimerais faire, ça aura peut-être pas lieu, honnêtement on ne sait pas de quoi la vie est faite, il faut rester humble, mais en tout cas c'est ma stratégie et je tenais à vous la partager puisque ça pourrait peut-être aussi vous inspirer. Et d'ailleurs si vous êtes investisseur, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces idées. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée? Est-ce que vous pensez qu'il faut attendre encore que le marché va vraiment se cracher? Ou alors est-ce qu'il serait intéressant de commencer à faire des recherches dans 6 mois à 1 an? Donc maintenant je vais juste en finir avec le financement, tout simplement parce que je pense que c'est intéressant d'en parler, surtout avec la situation actuelle. C'est pas si facile que ça d'obtenir des crédits actuellement, et donc j'aimerais vous parler un petit peu de ce que moi je ferais personnellement. Donc tout d'abord, ce que je chercherai à faire, c'est d'avoir un différé de travaux le plus long possible. Si on peut avoir 2 ans, c'est parfait, c'est difficile, mais pourquoi pas. Et si je fais ça, c'est parce que justement, je veux qu'au début, ne pas payer de crédit pour pouvoir faire les travaux tranquillement. Et puis même, si on commence à louer avant, par exemple, avoir du cash flow qui rentre avant même de commencer à payer le crédit. Donc là, c'est retarder au maximum le remboursement, tout simplement pour se donner de l'air au moment des travaux et se rassurer. Et puis aussi tout simplement, le plus tard on paye, surtout sur un achat-revente, c'est un peu moins vrai en location, mais le plus c'est intéressant à mon avis. Ensuite, j'essaierai d'obtenir du 25 ans. Le financement, 100 ou 110%, on verra. C'est-à-dire que si je dois payer les frais de notaire, c'est pas grave, ou même si je dois faire un petit apport de 5, 10, 15, 20%, je le ferai. Et c'est là que c'est super important d'être investisseur. Parce que déjà, les banques, si vous êtes investisseur et si vous avez pas mal d'argent en bourse, sur des placements, de l'assurance vie, même un livret A bien plein, etc., ça va énormément les rassurer. Parce que la banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pèse les risques par rapport à ce qu'elle va obtenir d'un point de vue rendement. Donc évidemment, si vous avez un bon profil, ça va beaucoup aider. Et l'autre point aussi qu'on oublie, c'est tout simplement que si vous avez beaucoup d'argent investi en bourse, par exemple, imaginons vous avez le prix de l'immeuble ou de la maison que vous allez acheter, bah, cet argent, vous l'avez investi sur des ETF. Par exemple, imaginons que vous voulez acheter un appartement à 100 000 euros et vous avez 100 000 euros sur 3 ou 4 ETF. Eh bien, la banque, elle va vous regarder pardon, d'un autre œil. Elle va se dire, ben, j'ai pas spécialement peut-être envie de lui demander un apport puisque c'est pas quelqu'un sur lequel je prends beaucoup de risques et donc j'ai envie de le garder comme client parce que ça va être un bon client, quelqu'un qui sait gérer ses finances, qui comprend les finances personnelles et ça rassure énormément les banques. Et elle va se dire, bah, au pire, il a tant d'argent en bourse, même si dans 5 ans il perd son travail, il pourra facilement rembourser son crédit ou venir un petit peu taper dans son épargne, dans ses investissements. Donc voilà, le plus vous avez un profil investisseur et le plus vous êtes capable de communiquer à la banque que vous savez ce que vous faites, le plus facilement ils vous suivront et vous obtiendrez des meilleures conditions. Un autre point qui peut être très intéressant, c'est de faire passer son achat en résidence principale. Qu'il s'agisse d'une maison ou même d'un immeuble de rapport, vous pouvez facilement, en parlant honnêtement avec votre conseiller en banque, faire passer en résidence principale. Et enfin, le dernier point qui peut être intéressant à négocier si vous faites de l'achat-revente, c'est les frais de remboursement anticipés pour éviter d'avoir à donner 1000 ou 2000 euros de votre plus-value à la fin parce que vous avez remboursé de façon anticipée le prêt puisque vous avez vendu. Donc ça peut être aussi intéressant à négocier, mais ce sont pour moi des points moins importants que ceux du début. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi par exemple vous faites de l'immobilier, ça m'intéresse parce que je sais que je parle beaucoup de bourse sur la chaîne, mais comme je vous le disais, j'aime investir sur d'autres types d'actifs. Aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Sachez cependant que c'est rare qu'on parle d'immobilier, on parle principalement de bourse. Je vous préviens, si vous vous abonnez, sachez qu'on va beaucoup parler d'investissement en bourse. Donc voilà. Aussi, si vous voulez aller plus loin, vous avez des liens dans la description vers du contenu et des vidéos gratuites qui sont pour moi assez intemporelles et qui apportent vraiment des bases sur l'investissement en bourse. Et donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.